Avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Bonjour, Jean-Claude Casanova, Jean-Marie Colombani. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire, pour cette conversation qui va porter aujourd'hui sur la place, le rôle de l'islam en France. C'est peu de dire que l'islam est une des préoccupations majeures de la vie politique française aujourd'hui. Et pour essayer d'y voir un peu plus clair et nous accompagner dans cette conversation, nous avons aujourd'hui avec nous Tarek Oubrou. Tarek Oubrou qui est le grand imam de Bordeaux. Bonjour Tarek Oubrou et merci d'être là, merci d'être avec nous. Alors il y a eu récemment, et il y a toujours une navette entre l'Assemblée et le Sénat. Le texte a été corrigé, beaucoup durci au Sénat et va revenir donc devant l'Assemblée sur la fameuse loi qui s'appelait avant la loi contre le séparatisme et qui est désormais plutôt tournée vers la réaffirmation des principes républicains. Alors, dans ce texte, il y a à la fois l'affirmation de la nécessité de la neutralité des services publics, il y a un contrôle renforcé des associations, des dispositions pour assurer une meilleure transparence du financement des associations cultuelles. Il y a aussi la demande adressée aux instances qui représentent la communauté musulmane en France de signature d'une charte. Donc nous allons passer peut-être un petit peu tout cela en revue, mais en demandant surtout à Tarek Oubrou de nous définir un peu sa vision de l'islam de France. Et nous allons entamer cette conversation avec vous, Jean-Claude Casanova. Oui, mon point de départ est simple. Tous les pays de l'Union européenne ont en gros le même rapport entre l'État, la société et les religions. La France, pour simplifier, a un État laïque, ça veut dire que c'est l'État qui est laïque, ça ne veut pas dire que la société est laïque. Dans la société composée des Français et des étrangers qui habitent éventuellement en France, la liberté religieuse règne et également la liberté du culte. La liberté religieuse, elle découle des principes généraux des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'on a le droit de croire à la religion que l'on veut, on a le droit de croire et de ne pas croire, et on a le droit de changer de religion. Bien. La liberté du culte, c'est autre chose, c'est que le culte, les religions peuvent être organisées et manifester leur culte à condition de ne pas contrarier l'ordre public. Ça, c'est une notion très importante pour la France, c'est-à-dire que l'État peut intervenir lorsque la pratique religieuse heurte l'ordre public, et il y a une jurisprudence ancienne et constante du Conseil d'État et aujourd'hui du Conseil constitutionnel. Alors, dans ce cadre général de liberté religieuse et de liberté du culte, de liberté de conscience, les religions traditionnelles en France, la religion catholique d'abord, les religions réformées, le judaïsme et maintenant l'islam ont trouvé leur place. Mais des problèmes sont apparus en ce qui concerne l'islam et c'est là-dessus que nous voulons vous interroger, c'est-à-dire comment voyez-vous maintenant une proportion importante, une minorité importante de Français sont musulmans, des musulmans étrangers vivent en France, comment souhaitent-ils exercer leur culte, pratiquer leur liberté religieuse? Voilà, comment sentez-vous les différents problèmes qui se posent pour les musulmans qui vivent en France? Tarek Oubrou. Tout d'abord, l'immense majorité des musulmans de France sont des citoyens français de nationalité française avec la deuxième, troisième, voire quatrième, cinquième génération. Donc là, c'est une présence qui n'est pas allogène, étrangère, mais installée de manière irréversible dans le paysage français. La laïcité française, vous l'avez bien souligné, permet et garantit la liberté de conscience, de croire, de ne pas croire, de pratiquer, de ne pas pratiquer, de changer sa religion, etc., etc. Et à une seule condition, vous l'avez bien mentionné, ne pas troubler l'ordre public établi par la loi. En principe, la laïcité protège la liberté religieuse en privé et en public. Cependant, nous sommes confrontés à deux logiques. La logique juridique, qui est en faveur d'une certaine visibilité de l'islam, et toute religion d'ailleurs, à condition de ne pas troubler l'ordre public. Mais la laïcité n'est pas que des textes. Il y a la laïcité des pratiques et des mentalités.
notre laïcité française a gardé des traces de défiance à l'égard des religions en général, le christianisme, le catholicisme hier et l'islam aujourd'hui. Donc, ce qui structure aujourd'hui le débat autour de l'islam, c'est pas tant au niveau du droit, mais au niveau des mentalités, changements de mœurs et de culture. Donc, le niveau de discussion se porte, à mon avis, plus au niveau des mentalités, des cultures, d'un changement de culture et de mœurs. C'est à ce niveau-là où se situe le débat. Beaucoup de choses qui ont attrait avec une certaine visibilité sociologique de l'islam ne sont pas directement en lien avec la notion de la laïcité. Et donc, c'est très difficile d'y voir très clair. La laïcité, il admet un côté quantifié, rationnel, celui des textes et du droit, mais la laïcité, dans les pratiques, échappe justement à ce cadre rationnel. Donc, le débat politique, parfois, devient très irrationnel et parfois, il trahit les valeurs de la République. Bien sûr, l'islam est une religion qui est devenue une civilisation au fil de l'histoire. L'islam en France, il porte avec lui des mémoires, des cultures, des interprétations, une géopolitique mondiale qui a ses répercussions sur la communauté musulmane ici, sur toute la société française d'ailleurs. Nous l'avons payé très cher à travers les actes terroristes qui ont endeuillé notre pays. Et donc, nous sommes dans un monde mondialisé, intriqué, et donc, ne nous échappons pas à ces enjeux-là. Et donc, il faut être vraiment un grand théologien pour discerner la part du théologique, du canonique, de l'éthique, du spirituel, de ce qui est politique, culturel, etc., etc. Donc, nous parlons d'un islam à la fois une religion, à la fois une culture, une civilisation. Moi, je travaille personnellement à séculariser l'islam dans le sens de l'émanciper de la logique de l'État et de la logique de la civilisation, parce que l'islam a été pensé dans une logique de domination et dans une logique d'empire. Aujourd'hui, il faudrait une réforme, une refondation de la théologie, une théologie d'altérité, une éthique d'altérité, une revisite de la notion de la charia pour pouvoir permettre aux musulmans d'être à la fois fidèles à leur spiritualité musulmane et complètement citoyens français. Et donc, il y a un travail intellectuel à opérer avant même de parler de la représentativité de l'islam. Le séparatisme commence par des pensées qui ne sont pas adaptées à l'époque, des pensées théologiques et des pratiques qui ont été peut-être valables au Moyen-Âge, à une certaine époque, mais qui ne sont plus valables aujourd'hui. Tarek Oubrou, ça c'est pour votre travail personnel et vous avez très bien défini votre ligne de pensée. On va peut-être évoquer quelques éléments de l'actualité la plus récente dans le cadre d'une lutte contre l'islamisme radical, précisément. Vous avez fait allusion d'ailleurs aux attentats tout à l'heure. Il y a donc ce texte qui tente à réaffirmer les principes républicains et il est demandé aux organisations qui se réclament de l'islam, en tout cas qui sont réputées représentatives de l'islam de France, il leur est demandé de signer une charte. Une charte selon laquelle on affirme que l'on se conforme aux principes républicains. Alors, je voudrais savoir ce que vous pensez de la démarche en elle-même de cette charte et en même temps, peut-être votre avis, on y reviendra avec Jean-Claude, sur la façon dont la communauté musulmane est organisée ou n'est pas suffisamment bien organisée. L'organisation date principalement de Nicolas Sarkozy avec la fondation du Conseil du culte, le CFCM, le Conseil français du culte musulman. Mais donc d'abord sur l'idée de demander de vous demander collectivement et fédération par fédération de signer une charte. Quelle est votre réaction, quel est votre sentiment là-dessus, Tarek Oubrou? Je trouve dommage que le CFCM ne prenne pas l'initiative de lui-même d'écrire cette charte au lieu d'attendre les injonctions de l'État. Je trouve ça très maladroit, très artificiel. Il faut que cette charte émane d'une réflexion intrinsèque qui vient de la communauté et ses représentants, au lieu de l'écrire presque sous le glaive de l'État. Ça n'aura pas d'efficacité s'il n'y a pas un désir, s'il n'y a pas une écriture théologique, parce qu'en vérité, on est d'accord sur le contenu, sur l'esprit de cette charte, mais le style n'est pas un style qui émane de théologiens, des imams, et c'est un style vraiment de convenance. C'est vrai que symboliquement c'est très important, cette charte, mais elle doit être retravaillée de manière à ce qu'elle soit plus crédible théologiquement parlant, parce qu'il s'agit du culte musulman. Jean-Claude Casanova. Oui, je comprends tout à fait l'objection
que vous formulez, parce que la France, à vrai dire, a une tradition ancienne qui est d'organisation de la religion. On a souvent fait allusion à propos de cette charte au comportement de Napoléon vis-à-vis de la communauté juive. Mais Napoléon a organisé la religion catholique par le Concordat et il souhaitait que s'organise de la même façon la religion juive. Mais aujourd'hui, ce n'est pas à l'État de dire comment doivent être organisées les religions. En revanche, l'État souhaite que l'islam soit organisé en association cultuelle, c'est-à-dire les religions en France, la religion catholique ou les religions réformées constituent des associations cultuelles et organisent de cette façon la religion. Et donc, il y a un problème qui vient de l'islam, c'est que l'islam n'est pas organisé en clergé, et donc l'État pousse à l'organisation. Mais si les musulmans n'acceptent pas les propositions que fait l'État, la meilleure façon de ne pas les accepter, c'est ce que vous venez de dire, c'est de proposer, c'est que les musulmans de France s'organisent et proposent eux-mêmes une organisation. À ce moment-là, l'État verra si cette organisation est conforme ou non à l'ordre public. Mais évidemment, ça ne peut se faire que par un dialogue et pas par une imposition. Tarek Oubrou. Oui, mais avant d'organiser, faudrait-il encore identifier cet islam qu'on voudrait organiser, parce qu'il n'y a pas un travail théologique a priori. Il faut penser l'institution religieuse représentative du culte musulman. C'est vrai que notre laïcité française, c'est une catholaïcité, une laïcité à dominante culturelle catholique. On veut reproduire la même histoire avec l'islam. Or, l'islam obéit à un régime un peu particulier. Ce n'est pas une religion ni d'un peuple ni d'une église. Donc il a son propre régime théologique. D'ailleurs, c'est comme les protestants et comme les juifs. Et donc effectivement, c'est aux musulmans également de s'organiser par la base, parce que Sarkozy, qui a pris l'initiative de créer, de pousser à la création de CFCM, il a opté pour une représentativité plus ethnique que véritablement théologique et religieuse. On sait bien que le politique ne fait pas le théologique, mais le problème, c'est que les interlocuteurs aujourd'hui de l'État ne sont pas des religieux. Ce sont des présidents d'associations. La plupart de ces associations, ils ont des filiations politiques et nationales étrangères. Et donc, il y a un vrai problème, parce que l'État, aujourd'hui, à travers le CFCM, il traite avec, d'une certaine manière et indirectement avec l'étranger, la Turquie, l'Algérie, le Maroc. Il faut sortir de cette schizophrénie. On veut organiser l'islam, tout en admettant que ces fédérations aient des allégeances ambigu, pour ne pas dire autre chose. Mais c'est une tradition bien installée que celle, en effet, de voir des associations qui sont affiliées à la Turquie, d'autres qui sont affiliées à l'Algérie ou au Maroc, avec des imams qui viennent d'Algérie, qui viennent du Maroc ou qui viennent de Turquie. Alors, comment sortir de ce système qui est installé depuis quelque temps déjà en France? Vous savez, les imams les plus intégristes, ce ne sont pas les imams ni turcs, ni marocains, ni algériens, mais bien des imams qui sont nos enfants, deuxième génération, troisième génération, qui parlent un français sans accent, parfois un français vernaculaire, et qui véhiculent des idées de séparatisme. Il y a une théologie médiévale qui circule, qui est recyclée dans le discours ici et maintenant en langue française. C'est ça le vrai problème. Avant de penser l'institution, il faut penser le discours et le théologique. On peut pas. Il faut prendre le temps de penser la représentativité qui va porter justement cette lecture de l'islam en phase avec les valeurs de la République. Bien sûr, les musulmans sont acculés à s'organiser rapidement, parce que c'est une demande de l'État. Sauf que, en précipitant les choses, on finit par les retarder d'une certaine manière, parce que c'est contre nature. Il faut une représentativité d'abord locale. Il y a beaucoup d'acteurs. Il y a un islam paisible au niveau des régions et des départements. Je pense que actuellement, le gouvernement va s'orienter vers cette perspective, c'est-à-dire repenser l'organisation de l'islam par départementalisation.
et nous travaillons en collaboration avec les instances pour ce faire. Donc il y a une réflexion menée également par le politique pour revoir justement une restructuration de la représentativité du culte musulman. Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Vous écoutez Commentaire, nous sommes avec Tarek Oubrou, l'imam de Bordeaux. Nous parlons du culte musulman, de son organisation, de la place de l'islam dans la société française et surtout dans le débat politique aussi français. Et donc nous parlions à l'instant avec Tarek Oubrou du fait que, à ses yeux en tout cas, la représentativité des différents courants musulmans en France n'est pas bien organisée. Elle est organisée à travers des associations de façon plus politique que théologique, disiez-vous. Alors, de votre point de vue, quelle serait la bonne organisation qui permettrait cette représentativité et qui permettrait d'avancer vers ce que vous souhaitez, c'est-à-dire un islam qui soit un islam de France et qui soit totalement conforme aux valeurs de la République, Tarek Oubrou? Bon, j'ai pensé à trois pièces représentatives. Le côté financier, donc on a besoin d'un organe financier. Ce n'est pas normal qu'il y ait des entreprises qui sont régies sur le dos du culte musulman, le halal, le pèlerinage, les pompes funèbres, etc., qui ne subventionnent pas le culte. Donc on a besoin d'une indépendance financière pour justement financer le culte musulman de France. Et puis la troisième pièce, c'est le CFCM qui doit se limiter uniquement à la gestion temporelle des lieux de culte. Et puis un conseil des imams où il y aura où siégera les ministres du culte qui portent la parole religieuse. Donc 3 pièces interdépendantes avec plusieurs démarcations. Une démarcation politique par rapport à l'ingérence des pays étrangers, une démarcation théologique. On n'a pas à importer une théologie médiévale ou une théologie qui ne fonctionne même pas dans les pays musulmans d'origine et l'importer ici en France. Et puis une démarcation, je dirais, financière, si on peut trouver des subventions financières à partir de la contribution des musulmans eux-mêmes. Donc voilà, une démarcation, c'est pas une rupture parce que quand même les musulmans appartiennent à une communauté spirituelle mondiale comme les catholiques et les chrétiens et les juifs, sauf qu'on a notre spécificité. Moi, je prône un islam acculturé qui ne doit pas uniquement se contenter de composer avec le droit en vigueur, mais de composer avec la culture. Et ça, ce travail-là, il doit être fait pour donner un corpus doctrinal aux nouvelles générations. Le temps des religions, ce n'est pas forcément le temps politique, et ce travail-là de réflexion doit être mené par les théologiens, par les savants musulmans, et ce travail est déjà amorcé. Jean-Claude Casanova. Oui, non, je comprends bien votre démarche, mais ça veut dire tout simplement constituer des associations cultuelles. C'est bien entendu, ça ne peut pas être des associations au titre de la loi de 1901, mais des associations au titre de la loi de 1905. La loi de 1905 est la charte religieuse de la France, si j'ose dire. C'est la constitution religieuse de la France. Et donc, mais ça dépend essentiellement de l'organisation entre eux des musulmans, de la définition par eux de ce que sont les théologiens, de la façon dont ces théologiens sont fermés, etc. Et c'est un processus à engager. Le problème est de savoir si vos coreligionnaires pensent la même chose que vous. Tarek Oubrou. Non, mais il y a un mouvement, bien sûr. Les coreligionnaires, vous savez, un musulman, le commun des musulmans n'est pas obligé de connaître la théologie. C'est l'affaire des savants. C'est comme dans l'Église catholique. Ce sont les prêtres, les théologiens qui font la religion d'une certaine manière. C'est à eux de faire ce travail-là. Les musulmans suivent. On n'a pas à subir l'orthopraxie et l'orthodoxie de masse. L'imam, c'est lui qui guide sa communauté. Et il doit être fidèle à cette fonction de changer les mentalités, de faire évoluer sa communauté. Et ce travail-là, il est invisible, mais il est réel. Moi, je connais beaucoup d'imams qui adhèrent à mes pensées. Il y a une école qui se construit actuellement. C'est une logique de la religion, d'ailleurs. C'est un travail qui se fait dans l'invisibilité et qui impacte doucement la réalité des musulmans. De toute manière, les musulmans seront obligés de se séculariser, de s'acculturer. Et on ne peut pas s'opposer au sens de l'histoire. Les musulmans, comme le reste des humains, sont le fruit de leur environnement. Je pense que le processus de l'intégration, voire de l'assimilation, fonctionne, même s'il fonctionne lentement, vu
vu la présence massive des musulmans. La digestion, certes, est très lente, mais le métabolisme républicain d'assimilation est toujours fonctionnel. Alors, ça n'est pas la vision dominante que l'on peut avoir, que la vôtre de Tariq Oubro. Quand on lit les journaux, quand on écoute les débats politiques, on a au contraire l'impression que ce sont les minorités genre salafistes ou bien ce que vous avez évoqué tout à l'heure, ici même à ce micro, à savoir le fait qu'il y a des propos qui sont tenus par des imams qui sont des propos radicaux et qui sont donc évidemment condamnables. Alors, quel est en gros le rapport des forces? Parce que comment fondez-vous votre optimisme? Est-ce que vous sentez qu'il y a chez les musulmans de France un sentiment de plus en plus grand qui va vers votre doctrine, enfin vos réflexions, ou comment appréciez-vous cela, Tariq Oubro? Vous l'avez bien dit, ce sont les minorités qui se font entendre le plus. Mais cela ne reflète pas la réalité réelle des musulmans qui n'aspirent qu'à avoir un emploi, de réussir les études s'ils sont des étudiants, etc. Vous savez, la réalité matérielle rattrape tout le monde. Il ne faut pas croire que le musulman, dès le matin, il est accroché à son Coran. Et à chaque geste, il doit consulter le Coran. Il a d'autres chats fouettés dans la vie quotidienne, les divorces, les problèmes. Vous savez, nous, dans la mosquée, on fait presque tout sauf la religion. On règle les problèmes des gens, d'une certaine manière. Ils sont pleins dans la réalité quotidienne, l'économie, l'épidémie, etc. Donc il ne faut pas créer une communauté imaginaire et imaginée qui n'existe pas dans la réalité. Bien sûr, il y a des problèmes. Bien sûr, il y a un échec relatif de l'intégration, mais qui n'est pas dû à l'islam en tant que tel. Il y a aussi une défaillance dans la promesse républicaine au niveau de l'égalité, etc. Il y a des choses qui peuvent être soignées, traitées par le matériel, par l'économique, par la réussite scolaire, etc. L'islam ne peut pas traiter par lui-même tout le problème qui touche les musulmans. Parce que dans la vie d'un musulman, tout n'est pas musulman. Et donc effectivement, il y a un côté qui incombe à la République, aux institutions et à la société. Parce que le musulman, il est le fruit du regard de l'autre également. Et il n'est pas isolé du monde. Donc effectivement, l'islam, je peux dire que c'est un symptôme qui nous indique comme un marqueur sociologique d'une crise d'identité de notre nation française aujourd'hui, qui est traversée par la mondialisation, par la crise économique, une utopie qui n'existe plus. Il n'y a pas de projet qui pourrait fédérer tous les citoyens, l'effondrement de toutes les idéologies, le socialisme, etc. Donc on est en quête d'un projet commun. On est dans un tournant historique de la France où les musulmans sont le symptôme de cette crise, mais qui aggrave la crise. Donc un symptôme et une étiologie de la crise en même temps. Jean-Claude Casanova, quelques mots avant de conclure cette conversation. Personnellement, je pense qu'on ne peut pas traiter les problèmes en les élargissant, si vous voulez. Tout est dans tout réciproquement. Bien sûr, il y a d'immenses problèmes qui se posent, mais il y a un problème historique qui concerne l'ensemble de l'Europe. Il y a désormais, il y a un siècle, il n'y avait pas de minorité musulmane en Europe. Aujourd'hui, il y a une minorité musulmane importante en Europe. Donc le problème est de savoir que cette minorité musulmane, qui a adopté les nationalités européennes, doit trouver sa place en Europe, et pour trouver sa place, elle doit rationaliser ses rapports religieux à l'imitation des autres religions avec l'Europe. C'est le problème spécifique. Il y a d'autres problèmes à régler qui sont des problèmes économiques, des problèmes de mœurs, des problèmes politiques, etc. Mais le problème religieux est spécifique parce qu'il y a une particularité de l'islam, et c'est celui qui doit être évidemment résolu en Europe. Et je suis confiant de nature, et je pense à partir de la démarche qu'indique notre interlocuteur, et à partir d'autres démarches, on peut y parvenir. Voilà, en tout cas, Tariq Oubro nous a éclairé sur sa propre démarche et sur sa part relative d'optimisme également. Juste un mot, Tariq Oubro, pour que vous puissiez conclure. Mais écoutez, pour ma part, la première responsabilité incombe aux musulmans eux-mêmes. Je ne fais pas partie de ceux qui veulent reléguer le problème et qui veulent sombrer dans la victimisation. Ce qui se passe aujourd'hui, en termes de visibilité de l'islam, incombe en premier lieu aux musulmans et notamment aux imams, aux théologiens. Je pense que les musulmans doivent se prendre en charge. En tout cas, modestement, pour ma part,
j'essaie de faire un travail au niveau théologique et d'assumer ma part de responsabilité. Et donc, nous ne devons pas compter uniquement sur l'État, sur les autres, etc. Rien ne justifie le terrorisme, rien ne justifie la haine. Ce n'est pas parce qu'on se sent exclu qu'on doit utiliser la religion pour cracher la haine sur la société. Ça, c'est immoral. Nous devons le combattre. Nous devons développer une lecture de la religion qui fait place à l'autre. Nous avons besoin d'une théologie d'altérité, d'une éthique d'altérité. Les musulmans doivent apprendre à vivre avec les autres. Merci beaucoup, Tariq Obro. Donc, je rappelle que vous êtes le grand imam de Bordeaux. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova, Jean-Marie Colombani. Donc, nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de Commentaires.